Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou si vous n'êtes pas en vacances, que vous profitez du beau temps qu'on a depuis le début de l'été. J'espère également que vous souffrez pas trop de la canicule. Moi, j'ai de la chance en Normandie. On n'est pas concerné par la canicule. Il fait juste une température vraiment très agréable. Aujourd'hui, je voulais commencer l'épisode de podcast par une question. La question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous étiez petit, quel était le super pouvoir que vous auriez rêvé d'avoir? Cette question un petit peu anodine, elle vient introduire le sujet du podcast d'aujourd'hui qui n'est pas très fun, je suis désolée. J'enchaîne les épisodes de podcast pas super fun, mais promis, les épisodes de podcast seront un petit peu plus gays les prochaines fois. Quand j'étais petite, le super pouvoir que je voulais avoir, c'était d'être immortelle. J'ai jamais voulu savoir voler, j'ai jamais voulu savoir respirer sous l'eau. Vraiment, moi, ce qui m'importait, c'est d'être immortelle. Alors, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient également ce souhait de super pouvoir. Et en fait, je vous parle de ce sujet parce que depuis plusieurs années maintenant, j'ai peur de mourir. Ça peut paraître hyper cliché, mais je trouve ça intéressant de creuser dans cette peur que j'ai et un peu de vous expliquer quand ça s'est déclenché, qu'est-ce que ça implique dans mon quotidien, dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, et en fait, quelles sont les clés pour pouvoir réussir à aller mieux. Donc cette peur de mourir, ça s'appelle la thanatophobie. Je sais pas si vous connaissiez ce terme, mais moi, je connaissais pas du tout. J'ai découvert en préparant cet épisode de podcast que la peur de mourir égale la thanatophobie. Et les chercheurs s'accordent à dire que cette peur de mourir, elle apparaît en général quand on est enfant, entre 6 et 9 ans. Et c'est vraiment la preuve d'une certaine maturité psychologique parce qu'à cet âge-là, on comprend enfin que la mort, c'est une des étapes du processus de vie. Et en fait, avant cet âge-là, on n'a pas vraiment conscience de différentes phases de la vie et du coup qu'un jour on va mourir. Et moi, j'ai pas souvenir étant petite d'avoir eu cette peur de la mort. Alors, j'en ai pas discuté avec ma maman, mais je suis sûre qu'elle serait assez alignée avec ce que je dis. Mais par contre, j'ai été témoin de mon petit frère qui, lui, a eu une période quand il était petit où il avait très peur de mourir. Pour la petite anecdote, ma maman avait l'habitude de regarder la série Doctor House. Et il y a certains épisodes où mon frère regardait avec elle. Et en fait, dans Doctor House, je sais pas si vous avez déjà regardé, vous en avez déjà entendu parler, même si je sais que c'est une série quand même assez connue. Mais dans Doctor House, l'idée, c'est que c'est une série autour de la découverte par un docteur de plein de maladies rares. Et donc, mon frère, en fait, à force de regarder ces épisodes avec ma maman, il a commencé tous les soirs à avoir cette peur de mourir. Tous les soirs, il inventait une maladie qu'il avait et en fait, il s'inspirait de la maladie qu'il avait découverte dans l'épisode de Doctor House. Et bref, en fait, ce qui a été fait, c'est, je vais pas non plus vous raconter toute l'histoire de mon frère, mais c'est pour vraiment illustrer le fait qu'on a conscience qu'on meurt à partir de l'âge de 7-8 ans, quoi. Et donc, bref, mon frère, pour pouvoir aller mieux, ma maman avait pris rendez-vous avec notre médecin traitant qui lui avait un peu expliqué qu'il était jeune et qu'il allait pas mourir maintenant, qu'il avait le temps devant lui et que malheureusement, la mort, ça faisait partie du processus de la vie. Et donc, moi, comme je vous le disais, étant enfant, j'ai jamais vraiment eu cette peur/angoisse de la mort, juste j'avais comme souhait de pouvoir être immortelle pour pouvoir vivre le plus longtemps possible, faire tout ce que je veux, etc. Et en fait, cette peur de mourir, pour moi, elle s'est déclenchée à l'âge de 14-15 ans et c'est en corrélation avec les attentats qu'on a eu en France en 2015 et 2016. Parce que en gros, quand on a eu des attaques dans les bars à Paris, il s'avère que ces attaques ont eu lieu dans l'arrondissement à Paris où vit mon père et où j'ai passé en fait une grande partie de mon enfance. Et donc en fait, les lieux qui ont été touchés, c'était moi des lieux que j'avais l'habitude de fréquenter. J'allais pas en bar quand j'étais enfant, bien sûr, mais c'était des lieux devant lesquels j'étais passée. Typiquement le Bataclan, j'y passais à chaque fois que j'allais voir mon père à Paris parce que c'était vraiment juste à côté de l'appartement qu'il avait. On a découvert à la télé ce qui s'était passé donc en direct. C'est vrai que moi directement le premier réflexe ça a été d'envoyer un message à mon père parce que je savais que tous les lieux qui étaient touchés c'était vraiment à côté de chez lui et donc je me suis demandé si lui allait bien et s'il avait été touché par ces attentats. Et donc Dieu merci, il était pas dans ces bars, il était pas au Bataclan, donc il a pas du tout été victime des attaques terroristes, mais je pense que en fait dans un coin de ma tête cet événement ça m'a vraiment traumatisée et donc j'ai commencé à cette époque dès que je prenais le métro par exemple, je me souviens d'avoir fait une crise dans le métro à Londres, j'ai fait une espèce de crise d'angoisse parce que dès qu'il se passait quelque chose d'un peu anormal, j'avais l'impression qu'une attaque terroriste allait se passer ou que j'allais mourir. Typiquement à Londres ce qui s'était passé, c'est un événement hyper classique.
mais j'étais dans le métro avec ma maman et mon petit frère, et d'un coup, le métro s'est arrêté et les lumières se sont coupées. Et moi, dans ma tête, en fait, je me suis fait tout un film. Je me suis dit, ça y est, y a des gens qui vont faire une attaque terroriste, on va tous mourir. Et j'ai vraiment eu tous les symptômes d'une crise d'angoisse. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à rester calme. Et en fait, ça a duré tout le long que le métro a été arrêté et que la lumière a été coupée. Ce qui était pas simple pour moi, c'est que je faisais en sorte de cacher tous ces symptômes que j'avais parce que je voulais pas que mes proches s'inquiètent. Donc en fait, tous ces symptômes de stress, je les gardais en moi et juste je bouillais de l'intérieur, j'étais vraiment en panique. Je pense que ce qui a changé avec les attentats qu'il y a eu en 2015, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait être victime d'attaques de la part d'inconnus. Et heureusement que je n'étais pas encore à Paris en études à ce moment-là, au moment où il y a eu les attentats à Paris, parce que je pense que vraiment, je n'aurais jamais pu sortir de mon appart parce que j'aurais été terrifiée. Et je me serais fait encore plus de films que ce que je me faisais déjà à l'époque. Et en fait, à chaque fois que je parlais des attentats, par exemple avec des personnes de ma famille ou avec mes amis, le soir même, vous pouvez être sûr que je faisais un cauchemar et je m'imaginais dans une attaque. Et ce genre de cauchemar, je l'ai fait vraiment très très souvent. Vraiment, ma seule technique pour éviter d'en faire, c'était de vraiment ne pas parler du sujet et ne pas trop regarder la télé, même si en fait, quand il y a eu les attentats, comme tous les Français, on était tous devant notre télé à regarder H24 toutes les informations en direct qu'on avait. Bref, les années passent et je commence à entrer donc en études supérieures et donc je commence à vivre à Paris. Et ces attaques terroristes, malheureusement, elles ont continué. Donc en fait, cette peur de me faire attaquer par des terroristes, que ce soit avec des armes à feu ou des armes blanches, elle n'est pas partie. J'ai continué à développer encore plus cette angoisse et cette peur de mourir. Et donc, je continuais bien sûr à avoir des crises d'angoisse quand je prenais le métro parisien et que il y avait quelque chose d'anormal selon moi, mais en fait qui était juste une régulation du trafic ou une panne d'électricité. Et en fait, là où mes crises étaient les plus fortes, c'est quand je prenais le train pour rentrer en Normandie, parce que donc j'étais en études à Paris et je rentrais plusieurs fois par mois pour voir ma famille et mes amis en Normandie. Et en fait, j'ai commencé à devenir complètement folle. Dès que je rentrais dans le train, mon premier réflexe, c'était de repérer des cachettes, c'est-à-dire des endroits où je pourrais me cacher si jamais il y avait un malade ou un terroriste qui commençait à faire une attaque au couteau ou une attaque à l'arme à feu. Vraiment, c'était le premier réflexe que j'avais. Comme ça, je me disais, si jamais il y a un terroriste, au moins je saurais où me cacher, j'aurais peut-être une chance de ne pas mourir. Ce qui se passait quand je prenais le train, c'est que donc souvent j'étais en place assise en bas et j'avais toujours l'impression que dans le wagon, il y avait des personnes étranges. Et en fait, le fait d'être en bas et le fait d'avoir du passage à chaque fois entre les personnes juste qui vont d'une voiture à une autre, ça m'angoissait. C'était juste des personnes normales, mais je sais pas selon quels critères moi j'estimais qu'ils étaient bizarres. Dès que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'étrange dans mon wagon, ça me mettait dans une panique extrême au point où j'étais incapable de rien faire. Je n'arrivais plus à réviser mes cours, je n'arrivais plus à regarder une série tranquillement, je n'arrivais plus à écouter de la musique. Vraiment, j'avais besoin d'être concentrée sur cet élément perturbateur pour moi, parce que comme ça, si jamais cette personne passait à l'action, j'étais prête en un quart de seconde à réagir et à m'enfuir. Voilà, comme je vous le dis, c'est très grave. J'avais une peur qui était vraiment pas du tout raisonnée. Ce que je faisais en fait, c'est juste que je changeais de wagon. Genre vraiment, je prenais mes affaires, je prenais ma valise et j'allais m'installer dans une autre voiture, et idéalement en haut du train, parce que ça m'angoissait moins d'être en haut que en bas. Trop bizarre. Autre réflexe aussi que j'adoptais, c'est que je prenais toujours la place couloir, parce que encore une fois, si jamais il se passait quelque chose, je ne voulais pas être enfermée par quelqu'un. Et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que dès que je me réservais un billet de train sur l'application SNCF, je choisissais automatiquement la place couloir et l'emplacement en haut du train, parce que je savais que c'était la place pour moi pour éviter au maximum d'avoir des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse dans le train, elles ont duré entre 3 et 5 ans. C'était vraiment tout le long de mes études. Et en fait, tous ces symptômes et tous ces réflexes que j'avais adoptés, ça ressemble un petit peu, je dis pas que c'est ce que j'avais, parce que ce diagnostic n'a pas été posé par une psy, mais ça ressemblait à tous les symptômes de l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur irraisonnée et intense des espaces publics dans lesquels la fuite peut être difficile. Elle se manifeste dans les espaces ouverts ou au sein d'une foule, donc c'est-à-dire dans les transports publics, dans les lieux clos, dans les files d'attente, etc. Moi, dans les foules, etc., ça m'est déjà arrivé de me dire « Oula, je trouve cette personne étrange, je le sens pas », mais ça me faisait moins de stress que dans un train, parce que dans un train, on pouvait pas sortir, alors que dans la foule,
j'estime que oui, c'est compliqué de partir, mais tu peux quand même t'échapper un petit peu. Et pour revenir sur mon angoisse et mon stress post-traumatique des attentats de 2015, donc encore une fois, je ne l'ai pas vécu directement, je l'ai vécu à la télé. Mon père n'a pas été victime et je connais aucune personne qui a été victime des attentats, mais ça m'a quand même provoqué un stress intense. Et il y a une étude en France qui a été réalisée. Cette étude, elle a été menée par Santé publique France. Elle a montré que le simple fait de passer du temps à regarder les images des attentats à la télévision était associé à un risque accru de développer des symptômes de stress post-traumatique, indépendamment d'une exposition directe sur place. Donc en fait, des chercheurs ont essayé de comprendre si le fait d'être exposé plusieurs heures par jour aux informations en direct qu'on a eu en France par rapport aux attentats de 2015, si ça avait eu un impact sur la santé mentale des Français. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les Français qui ont passé plus de 2 à 4 heures par jour devant la télé à regarder des informations sur les attentats, ils avaient développé des stress post-traumatiques. Et moi, je saurais pas vous dire combien de temps j'ai passé devant la télé, honnêtement, à regarder les attentats, mais on suivait quand même ça de très près avec ma maman et mon frère, ce qui est en fait logique. Mais je suis convaincue, surtout par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, que tous les symptômes que je vous ai décrits rentrent dans cette case de stress post-traumatique. Aujourd'hui, cette peur, je dirais qu'elle a presque disparu. Dieu merci, parce que ça fait 10 ans que ces attentats ont eu lieu et depuis j'ai aussi grandi, donc j'ai eu le temps de prendre du recul par rapport à tout ça. Je sais que à l'époque j'aurais vraiment dû consulter une psy parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à gérer ces angoisses et comme j'en parlais à personne, bah forcément ça ne m'aidait pas. Donc si jamais vous avez vécu ce genre de stress post-traumatique, n'hésitez pas à consulter une psy, ça vous fera forcément du bien. Maintenant, je dirais que ça fait depuis que je vis en Normandie que je n'ai plus ces symptômes de stress quand je prends les transports en commun. Mais j'ai une nouvelle peur de mourir qui est apparue ou alors qui s'est amplifiée. C'est la peur de mourir liée à une maladie. Cette nouvelle peur de mourir, elle s'est déclenchée il y a quelques années maintenant, je dirais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais en master et il y a une personne de mon master qui est malheureusement décédée tout seul chez lui. Cette personne était une personne avec qui je m'entendais très bien et avec qui on avait passé 1 an d'études ensemble. Il a été retrouvé mort chez lui tout seul et pourtant il était jeune, il avait 30 ans. Quand j'ai eu la nouvelle, j'étais assez choquée. Il s'agissait pas d'un suicide. D'après les informations qui nous ont été transmises. De ce que j'ai cru comprendre, il s'agissait plutôt d'une crise cardiaque. Et cette même année-là, ou l'année d'avant, je sais plus, une personne de la famille de mon mec est également décédée d'une crise cardiaque et avait également 30 ans. Était en excellente condition physique, mangeait bien, mais du jour au lendemain, il a fait une crise cardiaque et donc il est décédé également. Ces 2 événements, ils m'ont vraiment choquée. Ça m'a en fait fait comprendre que on n'est pas à l'abri, même quand on est jeune, de mourir d'une crise cardiaque ou de d'autres choses auxquelles on s'y attend pas forcément. J'ai eu une première période où j'ai commencé à avoir cette peur de mourir qui se traduisait par un refus total de vouloir prendre en main mes problèmes de santé. Par exemple, pendant 10 ans, j'ai pas fait de prise de sang. Donc 10 ans sans prise de sang, c'est vraiment pas normal et je vous le déconseille parce que c'est juste du grand n'importe quoi. D'une, j'avais peur de cet acte médical qui est la prise de sang, j'aime pas ça. Et de 2, le fait de faire une prise de sang, ça me rapprochait du fait de découvrir si j'avais oui ou non des problèmes de santé. Et donc ça s'applique pour les prises de sang, mais également pour j'avais plein d'allergies, donc je suis pas allée voir l'allergologue pendant 10 ans. J'avais des problèmes intestinaux, comme vous le savez, j'ai la maladie cœliaque si vous avez écouté le 2e épisode de mon podcast. Et donc pendant 10 ans, j'avais tous ces problèmes de santé et je faisais l'autruche. La seule chose que je faisais, c'est d'aller voir mon médecin traitant pour qu'il renouvelle mon ordonnance et que je puisse prendre mes antihistaminiques et ma pilule. Ce comportement qui est très illogique, ça me permettait de m'apaiser et d'apaiser surtout mes angoisses. Tant que je faisais pas tous ces actes médicaux, ça voulait dire que j'avais pas de problème de santé. Ou en tout cas, je sais pas comment expliquer parce que c'est tellement illogique que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et le fait de pas savoir, ça me rassurait parce qu'au moins je me disais, ok, je n'ai pas de maladie grave. Alors qu'en soi, je pourrais avoir une maladie et juste ne pas le savoir. Mais pour moi, de pas prendre en charge ma santé, ça me rassurait. Sauf que bon, au bout d'un moment, j'avais tellement de problèmes de santé que j'avais besoin de comprendre ce que j'avais. Donc j'ai enfin commencé à prendre soin de moi et notamment à essayer de creuser tout ce qui était mes problèmes intestinaux, mes problèmes de digestion parce que c'était juste plus supportable. Et donc j'ai découvert que j'avais la maladie cœliaque. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à prendre en main ma santé, je suis arrivée dans le 2e comportement opposé de celui que je vous décrivais à l'instant. C'est que j'ai commencé à m'inquiéter et à vouloir comprendre tous les problèmes de santé que j'avais et être persuadée que j'avais toutes les maladies qui existent. Ça s'explique par le fait que j'étais convaincue d'avoir la maladie cœliaque
et je l'avais. Du coup, par exemple, à chaque fois que, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir des fourmis dans le bras ou l'impression que j'avais le visage engourdi, je me disais, ok, je suis en train de faire un AVC. Souvent, ça arrivait le soir avant de m'endormir ou le soir pendant que je dors. J'allais jusqu'à me lever de mon lit, allumer la lumière, regarder ma tête, voir si mon visage n'est pas un petit peu penché parce que c'est un des signes d'un AVC pour me rassurer et être sûre que je faisais pas un AVC. Mais dans ma tête, je vous jure que je faisais un AVC et parfois, même si je voyais que j'avais rien, j'avais du mal à me recoucher et à me dire, ok, t'as rien, c'est toi qui es en train de délirer. Donc parfois, je me couchais, je me disais, bon, ça se trouve, j'ai un AVC, bah tant pis, je vais mourir dans la nuit. Et plot twist, je me réveillais, j'étais vivante parce que j'avais pas du tout un AVC, je faisais juste des crises d'hyperchondrie. Et sauf que le problème, c'est que ces angoisses liées aux maladies, j'arrive pas à m'en débarrasser, je sais que c'est absurde. Dès que je suis toute seule chez moi ou toute seule à un endroit, j'ai toujours cette phrase qui me vient, qui me dit « Ah, ça me saoule parce que s'il m'arrive un truc, je vais mourir toute seule chez moi et c'est horrible, quoi. » Du coup, je suis toujours en stress de me retrouver seule dans un endroit. Ces 2 phases dont je vous ai parlé, donc la phase un petit peu de ne pas vouloir savoir les problèmes de santé que j'ai et donc ne procéder à aucun acte médical, vs la deuxième phase dans laquelle je suis encore aujourd'hui, qui est la phase d'hypocondrie, la phase où on a l'impression qu'on a toutes les maladies du monde et qu'on va mourir. Et donc ces 2 comportements constituent ce que les psychologues appellent les troubles d'anxiété liés à la maladie. Dans ces troubles d'anxiété liés à la maladie, ils ont donc identifié ces 2 profils dont je vous ai parlé. Hypocondrie, donc ce trouble d'anxiété lié à la maladie, la définition, c'est le fait qu'un patient craint d'avoir ou de contracter une maladie grave avec peu ou pas de symptômes somatiques réels et s'alarme facilement de sensations corporelles normales. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir des symptômes que finalement je n'avais pas. Et donc comme je vous disais, ils identifient 2 profils différents. Donc il y a ceux qui vérifient sans cesse leur état de santé, à moi de maintenant, vs le deuxième profil, ceux qui évitent de manière inappropriée les rendez-vous et examens médicaux. Donc là, moi, d'il y a quelques années. Et en fait, ce que les psychologues ont repéré, c'est que le fait d'éviter tout ce qui a trait à la maladie, ça fait diminuer l'anxiété à court terme des personnes comme moi, mais ça l'amplifie à long terme. Vu que j'ai plein de petits problèmes de santé, alors je vous rassure, rien de très grave, mais j'ai quand même pas mal de petits problèmes de santé. Il y a une petite voix au fond de moi qui me dit qu'il y a des grandes chances que je ne vive pas longtemps. C'est horrible de penser des choses pareilles, mais j'arrive pas à m'enlever cette pensée de ma tête. Et donc la seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est déjà, faudrait que j'aille voir une psy, mais je le fais pas. Je le ferai un jour, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. En tout cas, j'ai déjà vu une psy, mais j'ai pas parlé de ça. Mais la solution que j'ai trouvée pour contrebalancer ça, c'est de vivre pleinement ma vie. Parce qu'en fait, je pense que ma peur de mourir, elle est alimentée par le fait d'avoir la peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie. J'aurai jamais le temps de faire tout ce dont j'ai envie, comme n'importe quel humain. Même si mon rêve de réaliser tout ce dont je rêvais est impossible, j'essaye quand même au maximum de profiter de ma vie et d'accepter tout ce qui vient à moi et ouais, de vraiment profiter à 100% de la vie que j'ai. Ça, je vous en ai notamment parlé dans mon dernier épisode de podcast où je vous expliquais ma crise de la vingtaine et tout ce que j'ai mis en place pour changer de vie et donc aller mieux. La deuxième chose, c'est au maximum de voir mes amis et mes proches parce que c'est ce qui me fait du bien et je sais que malheureusement, tout comme moi, ils sont pas éternels. La troisième chose, c'est d'accepter et de prévoir plein d'événements chouettes dans ma vie. Donc typiquement, je fais plein de concerts, je fais plein de festivals, j'ai la chance de pouvoir partir souvent en vacances. Donc vraiment, moi, mon but dans ma vie, c'est un mode YOLO à l'époque pour les vieux. Mais YOLO, ça veut dire You Only Live Once. Donc en gros, c'est dire tu ne vis qu'une fois. Donc la signification, c'est juste kiffe ta vie. C'est vrai que j'ai la chance d'être hyper privilégiée dans le sens où j'ai un super bon entourage, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire. Et tout ça, ça me permet vraiment de profiter à fond de ma vie. Et je suis hyper reconnaissante et hyper consciente que tout le monde n'a pas ce privilège-là. Mais voilà, j'essaye de profiter à fond de tout ce que j'ai pour mourir sans regret et en me disant que j'ai réussi à faire peut-être 80% des choses dont je rêvais de faire. La peur de mourir, pour moi, c'est aussi la peur du rien, la peur du vide. Le fait que, une fois qu'on est mort, logiquement, plus rien ne se passe. Alors, moi, je suis pas croyante. C'est la raison pour laquelle je vois la vie et la mort ainsi. Chacun pense qu'il veut, mais moi, vraiment, je vois la mort comme un trou noir. Donc, hyper glauque et angoissant. Et j'espère vraiment que c'est pas ça, même si j'y crois pas trop. Pour moi, cette peur de la mort, je pense qu'elle est aussi expliquée par le fait que j'ai jamais perdu quelqu'un de proche. Alors, je touche du bois parce que j'ai pas du tout envie que ça m'arrive prochainement. Je sais même pas si c'est du bois que je touche. Ça c'est du bois. La seule personne que j'ai perdue de proche de moi, c'est mon arrière-grand-mère et elle est décédée à plus de 90 ans. Ma vision de la mort et donc cette peur de mourir va peut-être changer une fois que j'aurai vraiment été confrontée à un décès d'un proche. Et enfin, la dernière
pensée que j'ai, la dernière angoisse que j'ai liée à la mort, c'est donner la vie. Parce que pour moi, donner la vie et donc la mort / mourir sont intrinsèquement liés. Parce que toute personne qui donne la vie condamne forcément la personne qui vient de naître à mourir. Donc je sais que j'ai une vision hyper chelou de tout ça et j'entends si vous partagez pas du tout cette vision. Mais moi, je sais que si un jour je suis enceinte, j'aurai beaucoup de mal parce que, comme je vous le dis, pour moi, donner la vie, c'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, mais ça me fait beaucoup réfléchir sur la mort et pour l'instant, je suis pas du tout prête à ça. J'ai besoin de travailler sur ma peur de la mort avant de pouvoir donner la vie. Et je pense que si un jour je tombe enceinte et que je ne suis pas encore allée voir une psy par rapport à ça, il faudra absolument que je sois suivie par une psy parce que je serais juste hyper angoissée. Et j'ai pas envie de transmettre les mauvaises ondes au bébé que je porterai. Quand je parle de cette angoisse pour moi de donner la vie parce que c'est lié à la mort, les gens autour de moi me comprennent pas et je comprends qu'ils ne comprennent pas, mais pour moi c'est tellement logique. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà eu ces réflexions. Franchement, si vous avez déjà eu ces réflexions, dites-le moi en commentaire parce que je me sentirais moins seule dans ma folie, dans mon délire de cette peur de la mort. Mais voilà, il me semblait intéressant pour moi de clôturer ce podcast avec en fait le cycle de la vie. Naître, vivre puis mourir, et donc ça avait du sens pour moi de terminer avec mes angoisses sur la grossesse et sur le fait d'accoucher. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast entier sur ça parce que là j'ai fait vraiment un résumé de mes angoisses liées à la maternité, mais il y en a vraiment beaucoup. Enfin bref, j'espère en tout cas que cet épisode, malgré le fait qu'il soit un petit peu glauque, pas très joyeux, vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez certaines des angoisses que j'ai évoquées dans ce podcast, ou si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou si vous me comprenez pas. Franchement, je suis hyper ouverte à entendre tous vos retours. N'hésitez pas non plus à, si vous me regardez sur YouTube, à liker cette vidéo. Et si vous me regardez sur les autres plateformes d'écoute, je crois que vous pouvez aussi lâcher un like, à vérifier. Enfin bref, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao!